Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, retrait des troupes ougandaises du Sud-Soudan. Une opération qui s'inscrit dans le cadre de l'application de l'accord de paix conclu le 26 août 2015. Adoption d'un nouveau projet de loi sur la Commission électorale nationale indépendante à Madagascar. Le texte consacre d'entrée l'indépendance financière de l'entité électorale. Et puis l'économie nigériane en perte de vitesse. Les recettes pétrolières témoignent d'un déclin prononcé de plus de 67% entre septembre 2014 et juillet 2015. C'est l'un des points clés de l'accord de paix signé entre le président Salva Kiir et son adversaire Riek Machar. Les troupes ougandaises se sont engagées à quitter le Sud-Soudan d'ici le 1er novembre 2015. Les opérations de rapatriement ont débuté ce lundi. Le point tout de suite avec Alioune Guindo. Le retrait des troupes ougandaises du Soudan du Sud a débuté le 12 octobre 2015 et devra se faire d'ici le 1er novembre 2015. Cette décision résulte des pourparlers qui ont mené à la signature d'un accord de paix le 26 août 2015 entre le président Salva Kiir et son adversaire Riek Machar. Un retrait du contingent ougandais qui, selon certains observateurs, ne garantit pas pour autant l'application du pacte conclu entre les deux factions rivales. L'Ouganda est l'une des parties qui a accepté la demande des Nations Unies et de l'Union africaine de fournir des troupes qui ont permis effectivement, malgré les attentats multiples, de maintenir vaille que vaille ce gouvernement. Alors, lorsque le conflit a éclaté entre Machar, le vice-président, le président Kiir, il était appelé, les deux belligérants étaient appelés à garder une sorte de patriotisme. Le président Kiir, pour éviter d'être vaincu par les hommes de Machar, a fait appel au gouvernement ougandais. Alors l'Ouganda a envoyé ses forces pour soutenir le président Kiir. À la demande du président Salva Kiir, 1 millier de militaires ougandais, selon les estimations, ont été affectés au Soudan du Sud en 2013. Leur mission était d'aider les forces gouvernementales à faire face à la junte des rebelles menée par l'ancien vice-président Riek Machar. Selon Henry Okello Oryem, ministre d'État aux Affaires étrangères de l'Ouganda, l'intervention de ces troupes a aidé à empêcher ce qui était en passe de devenir, selon lui, le pire génocide de la région. La communauté internationale dans son ensemble ont opté pour ce qu'on peut considérer comme des efforts sans lesquels, au-delà desquels, il fallait prendre des sanctions, soit contre le président Kiir, soit contre le vice-président. Dans l'accord, l'une des clauses de l'accord consistait à demander notamment à l'Ouganda, dans l'application de l'accord, de retirer ses forces pour que le gouvernement d'union nationale qui est prévu puisse avoir lieu dans une capitale Djouba un peu pacifiée. Une démilitarisation de Djouba devrait permettre la mise en place d'un gouvernement d'union nationale comme prévu par l'accord de paix. Rappelons que le conflit au Soudan du Sud a fait des dizaines de milliers de victimes et quelques 2,2 millions de déplacés. Et parallèlement, les observateurs craignent que cet accord de paix périclite à son tour. Des combats ont en effet éclaté ces 2 dernières semaines dans 3 régions du Sud-Soudan. Plus d'indépendance et surtout de pouvoir, c'est ce qui ressort du nouveau projet de loi sur la Commission électorale nationale indépendante adopté le 8 octobre à Madagascar. Une loi votée quasi unanimement, mais marquée par le boycott de 2 partis d'opposition. Le point tout de suite avec Arwa Barkala. Une nouvelle loi pour une nouvelle commission électorale nationale indépendante à Madagascar. Un projet de loi encadrant la nomination des 9 membres de la CENI a été promulgué ce 8 octobre. Cette nouvelle formation remplacera la commission mise en place durant la période de transition. La nouvelle commission électorale nationale indépendante puise sa force et sa prestance dans son indépendance et son autonomie. C'est une chose nouvelle et inédite, la désignation d'un de ses membres par la présidence et d'un autre par la Haute Cour constitutionnelle et d'autres désignés respectivement par l'ordre des avocats, l'ordre des journalistes et 2 par la société civile. Une composition donc destinée à dépolitiser cette commission et qui aura à régir toutes les élections futures dans le pays. Parmi les votants, seuls le MAPAR et le VPMM ont boycotté la séance au Parlement dénonçant un système de nomination déséquilibré.
Le fait que le président de la République, qui nomme déjà certains membres de la Haute Cour constitutionnelle, puisse également nommer une autre personne au sein de la CENI représente pour les partis d'opposition une double influence au sein de la nouvelle formation. La désignation d'un de ses membres par la présidence et d'un autre par la Haute Cour constitutionnelle provoque le courroux et l'opposition du MAPAR et du VPMM. Pour mieux garantir son autonomie, certains observateurs préconisent même que la CENI puisse bénéficier d'une inscription propre en loi de finances, à l'instar de la Haute Cour constitutionnelle. Les membres de la nouvelle CENI doivent être nommés avant la fin de l'année 2015. La nouvelle commission sera en charge des prochaines sénatoriales qui se tiendront le 29 décembre 2015. Macky Sall prend la main sur le dossier de l'enseignement au Sénégal. Le chef de l'État s'est entretenu le 10 octobre avec plusieurs syndicats d'enseignants. Objectif affiché, régler définitivement la crise qui secoue le système scolaire depuis des décennies. Oumou Kalsomba. Le 17 février 2014, l'État du Sénégal et les enseignants avaient signé un protocole d'accord afin de régler la crise scolaire qui secoue le pays depuis des années. Mais jusque-là, les années scolaires sont marquées par des grèves. L'espoir d'avoir une année scolaire 2015-2016 stable au Sénégal est-il permis? Il y a des raisons d'y croire. Le président de la République du Sénégal s'est impliqué personnellement dans la recherche de solutions à la crise scolaire en prenant des mesures à l'occasion du déjeuner organisé le samedi 10 octobre 2015 avec les syndicats des enseignants, des mesures qui vont entrer en vigueur en janvier 2016. Donc il a procédé à un rééchelonnement, notamment pour ce qui concerne le devis de la formation diplômante des enseignants. Il a proposé que cette formation puisse démarrer à partir de janvier 2014. Pour ce qui concerne également le paiement de tous les rappels dus aux enseignants qui s'élèvent à 1,6 milliard, il a proposé à ce que ces rappels soient payés au plus tard le 31 décembre, mais également les actes administratifs, notamment des actes d'avancement et de reclassement qui devaient être payés et pris en charge financièrement depuis le mois de mai et qui n'ont pas été là proposé à ce que ce soit le cas d'ici la fin de décembre 2015. Donc ça, ce sont des avancées que nous avons notées. Et je crois que les syndicats s'en sont félicités. La question de l'augmentation des indemnités de logement des enseignants n'a pas été abordée au cours de la rencontre. Toutefois, le président Macky Sall a ordonné au ministre de la fonction publique d'organiser une réunion de partage du système de rémunération des agents de l'État. Il n'a fait aucune proposition concrète dans ce sens-là, seulement demandé au ministre de la fonction publique de convoquer une réunion de partage sur le rapport de l'étude sur le système de rémunération des agents de l'État, les 27 et 28 octobre 2015. L'école sénégalaise a ouvert ses portes officiellement le 7 octobre 2015. Aujourd'hui, l'espoir d'avoir une année scolaire sans grève est permis. Toutefois, les enseignants ne cachent pas leurs craintes par rapport à la non-application de tous ces engagements pris le samedi 10 octobre 2015 par le président Macky Sall en présence des acteurs de l'éducation et des ministres de tutelle. Dans le reste de l'actualité, c'est un grand jour pour les ayants droit de Thomas Sankara au Burkina Faso. Les résultats de l'autopsie des restes de l'ancien président et de ses 12 compagnons doivent être livrés ce mardi 13 octobre. Rappelons que le gouvernement de transition avait autorisé début mars 2015 l'exhumation du corps du père de la révolution burkinabé dans le but de l'identifier formellement. C'est un véritable coup dur pour l'économie nigériane. Depuis juin 2015, le prix du baril de pétrole a littéralement dégringolé, perdant 60% de sa valeur et entraînant avec lui les finances publiques du premier producteur de pétrole sur le continent. Linda Zibi et Aliona Guindo. La chute du cours du pétrole plombe l'économie nigériane. Le baril de pétrole a perdu 60% de sa valeur, une perte qui a fait baisser la courbe financière du Nigeria. Première ressource du Nigeria, l'or noir contribue pour 3/4 au budget national et représente 15% du produit intérieur brut du pays. Par ailleurs, 90% des revenus de l'État nigérian proviennent de l'exportation du pétrole brut. L'économie du Nigeria reste donc profondément touchée par la chute du cours du pétrole. La chute du cours du pétrole a considérablement perturbé le budget du Nigeria, notamment les recettes. Donc, qui a contraint le pays à revoir à la baisse ses prévisions budgétaires et puis de croissance pour cette année-ci.
Les alternatives à cette crise, mais on l'a souvent rappelé, c'est d'abord une meilleure diversification de l'économie nigériane vers l'industrie du numérique qui est en train de fleurir petit à petit au Nigeria, dans la banque aussi, et puis mais le secteur le plus porteur reste naturellement l'agriculture. Pour pallier au manque à gagner, les autorités nigérianes ont dû faire un emprunt de 4 milliards d'euros, un emprunt qui a servi pour moitié à payer les fonctionnaires. De toute façon, ce qu'il faut bien voir, c'est que la crise des hydrocarbures, du pétrole va s'estomper d'un moment à l'autre, les cours vont remonter. Mais les solutions alternatives sont toujours importantes et nécessaires pour éviter justement ces effets de yo-yo, de balancier du marché et des cours des matières premières. Même si la Banque centrale nigériane dispose encore de 26 milliards d'euros dans ses caisses, les autorités nigérianes entendent explorer d'autres sources de financement pour aplanir les conséquences de la chute du cours du baril. Selon de nombreux spécialistes, une plus grande diversification de l'économie s'impose au Nigeria si le pays veut garder son économie compétitive. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.